españoles. Franco ha muerto. En 1975, à la mort du général Franco, la dictature espagnole, instaurée en 1939, s'achève enfin. Pendant 36 ans, le caudillo aura réussi à s'imposer entre la phalange, la vieille garde franquiste, et l'Opus Dei, le garant de l'Église. Mais champion de l'absolutisme, il avait laissé l'Espagne en liberté surveillée. Pas de syndicats autres que ceux tolérés officiellement. Pas de partis politiques d'opposition, sinon en clandestinité. Des procès politiques expéditifs, des lois antiterroristes, des exécutions. Avec la disparition de Franco, l'Espagne retrouve enfin le chemin de la démocratie, le pays respire à nouveau, et le 7e art se libère lui aussi de ses entraves. En 1977, sort ainsi en salle Les Crocs du Diable, un survival à première vue, mais qui va brasser large, tout à la fois film d'horreur, drame romantique et thriller politique, dialoguant avec l'histoire contemporaine. Collant à l'air du temps, le film va connaître un joli succès avec plus de 2,5 millions de spectateurs espagnols. Et, pour comprendre la force du film, pour saisir l'ambition de son réalisateur Antonio Isasi, il faut alors oublier les titres français ou anglais pour en revenir à l'original, El Perro, le chien. Un titre tout simple donc, mais dans lequel se niche la dualité du projet, horrifique et politique, et qui fait résonner le film avec la fin de la dictature. Le chien du titre est en effet l'animal féroce qui va pourchasser le héros. Mais c'est également le surnom du dictateur qui, dans le récit, tient le pays sous sa coupe, une double menace donc qui va faire des Crocs du Diable un témoignage puissant sur l'Espagne franquiste. Cette vidéo est sponsorisée par Filmo, une plateforme de vidéo à la demande 100% cinéma avec plus de 1000 films disponibles, de tous les genres, de toutes les nationalités, de toutes les époques. Et parmi les films analysés dans des épisodes de Versus, vous pourrez ainsi sur la plateforme voir ou revoir Nosferatu, La Cérémonie ou encore Le Magnifique. Et si l'envie vous prend d'en savoir plus après cette vidéo sur Les Crocs du Diable, l'émission Le Bistrot revient également longuement sur ce film. C'est un film ultra métaphorique et en même temps très littéral. En effet, Filmo propose gratuitement débats et interviews qui viennent enrichir, contextualiser les œuvres de son catalogue. Ainsi, si vous voulez vous plonger dans toute la diversité du cinéma espagnol, vous pourrez retrouver sur la plateforme de nombreux films évoqués dans cet épisode de Phase B, comme Segundo Lopez, un film d'inspiration néo-réaliste d'Anna Mariscal, le très loufoque Bienvenue Mr. Marshall de Luis García Berlanga, ou encore El Pico, une œuvre radicale sur l'Espagne post-Franco, réalisée par Eloy de la Iglesia. Bref, pour découvrir tout un monde de cinéma, il suffit de vous abonner à Filmo. Et, nouveauté, vous pouvez maintenant le faire directement sur YouTube grâce à la Primetime Channel. Vous pourrez y retrouver tous les films dont on vient de parler, et bien d'autres, avec un essai gratuit, puis un abonnement à 6,99 € par mois. Alors, heureux? Bienvenido. Ha tenido buen viaje. Me alegra. Les Crocs du Diable content une histoire très simple. Dans une dictature sud-américaine, Aristide Ugria, mathématicien et opposant politique, est incarcéré dans un camp de travaux forcés. Alors qu'il réussit à s'échapper, un garde se lance à sa poursuite, secondé par un chien assoiffé de sang. Le héros est interprété par Jason Miller, essentiellement connu pour son rôle du père Karras dans L'Exorciste de William Friedkin. Et, face à lui, on retrouve au casting l'actrice italienne Lea Massari, qui a beaucoup baroudé en Europe, jouant sous la direction de Michelangelo Antonioni, Sergio Leone, Carlos Saura, Claude Sauté ou Henri Verneuil. Les Crocs du Diable est donc une production européenne typique des années 70, de ce qui se fait par exemple en Italie, des films produits localement, mais visant un public international, en capitalisant sur des visages connus, sur des acteurs anglo-saxons ayant ou ayant eu leur heure de gloire. Derrière la caméra, on retrouve Antonio Isasi, un réalisateur habitué à ce genre de projet. Son précédent film, le polar Meurtre au soleil, mettait ainsi en scène Christopher Mitchum, fils de Robert, et Karl Malden. Un film dont Quentin Tarantino reprendra le thème musical pour son Kill Bill.
Concernant Les Crocs du Diable, le réalisateur de Once Upon a Time in Hollywood ne tarit pas non plus d'éloges. I'm actually a big fan of this director, Antonio Assasi. He's sort of like a Peckinpah, Don Siegel type director. It's a movie called Vengeance. It's comparable. It's not as good, but it is done in the style and in the quality. It's comparable to something like Sorcerer. It's comparable to something like Papillon. This is exquisite. This is exquisitely done. And it makes sense. Antonio Assasi is a huge director there. Les Crocs du Diable commence comme un film de prison, dans la veine du pont de la rivière Kwai, avec un personnage principal emprisonné dans un camp de travail. Mais, suite à son évasion spectaculaire, le film dérive rapidement vers un autre sous-genre, en vogue à l'époque, le survival. Si on peut considérer Délivrance de John Borman, sorti en 1972, comme le maître étalon du survival, il faut remonter aux années 30 pour en découvrir la véritable matrice. En 1933, Meriam C. Cooper et Ernest Schoedsack sont en train de produire et de réaliser leur futur chef-d'œuvre, King Kong. Et, pour rentabiliser les investissements, ils vont tourner, avec la même équipe technique, dans les mêmes décors, avec la même star, Fay Wray, un autre film, Les Chasses du Comte Zaroff. Moins connu que King Kong, ce dernier est pourtant un véritable petit classique, posant tous les tropes du survival, genre qui s'imposera donc dans les 70s, avec Délivrance, Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux ou Long Weekend. Prepare yourself for the fright of your life. Le genre repose sur une idée simple et très brutale. Des personnages, citadins, se retrouvent perdus en pleine nature, dans un environnement inhospitalier, voire hostile, et sont alors pris en chasse par des antagonistes acharnés, des autochtones étranges le plus souvent. Dans Les Crocs du Diable, point de redneck de la campagne espagnole, c'est un chien qui va traquer le héros. Un chien à la détermination sans faille, dont le maître ne lui intime qu'un seul ordre. Antonio Assasi se font alors admirablement dans les codes du survival. La traque est violente, quasi muette, et le réalisateur use de plans très larges, montrant le héros seul, minuscule, au milieu de la nature toute puissante. L'isolement du personnage est absolu, et ces plans reculés installent également l'idée d'une présence, un animal en l'occurrence, le surveillant, ne lâchant pas sa piste. Le récit est ainsi dépouillé de tout artifice et le personnage se retrouve dans un dénuement total pour affronter la bête dans une lutte primale. Le film prend là une dimension horrifique tant la persévérance du chien semble surnaturelle. Doté d'un flair infaillible, il suit Aristide comme son ombre, est une présence toujours menaçante. Avec cet animal redoutable, ce suspense de tous les instants, Les Crocs du Diable se place évidemment dans la continuité d'un classique du genre, Les Dents de la Mer, sorti quelques années plus tôt. Antonio Assasi reprend d'ailleurs à son compte une des idées visuelles majeures du film de Steven Spielberg, le jeu avec la vue subjective. Ces plans instillent l'idée d'un animal doué d'une volonté purement démoniaque et donnent alors une ambiance quasi fantastique au film. Comme le chaînon manquant entre Les Dents de la Mer et Evil Dead. Au cinéma, le chien est une figure très ambivalente, tout à la fois meilleur ami de l'homme et bête sauvage. Il partage intimement notre vie quotidienne, passe inaperçu, mais reste un animal, et peut, d'une seconde à l'autre, sortir les crocs. Le chien est donc un motif parfait pour un récit horrifique, et les films jouant avec cette figure vont bien sûr se multiplier dans les décennies qui suivront. Baxter. Méfiez-vous du chien qui pense. En 1982, dans Dressé pour tuer de Samuel Fuller, le réalisateur épure ainsi le roman de Romain Gary pour n'en faire ressortir que le brûlot politique, avec un chien dressé par des blancs pour attaquer, pour tuer des noirs. Le berger allemand montré ici est tout à la fois victime et bourreau, devient le symbole de la haine de ses maîtres, d'un système raciste. Les Crocs du Diable se construit sur le même principe.
L'animal est une métaphore parfaite du régime dictatorial décrit par le film, une présence discrète, mais omniprésente, se montrant agressive, violente, dès qu'un personnage sort du droit chemin. Le chien est la voix, la gueule, de son maître, le dictateur du film, Leonidas Arévalo. Dès les premières minutes du film, l'intrigue des Crocs du Diable s'ancre dans un contexte historique très concret, en connexion directe avec la situation que traverse l'Espagne. Le carton d'ouverture est ainsi très explicite. Le lien avec les 40 années de la dictature franquiste est évident. Quand le film sort en 1977, Franco est mort depuis 2 ans. L'Espagne connaît ses premières élections démocratiques depuis 40 ans et le cinéma retrouve peu à peu une liberté de parole. Et si Antonio Isasi ne figure pas au panthéon des plus grands réalisateurs du cinéma espagnol, l'évolution de sa carrière permet de comprendre l'évolution du cinéma local dans la deuxième partie du XXe siècle. Plutôt catalogué comme artisan doué que comme grand auteur, il faudra attendre les années 2000 pour que lui soit décerné un Goya d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Llega el momento de otorgar el premio de honor de la Academia y es para el hombre que dio los primeros pasos para que el cine hecho en España tuviese una gran difusión internacional. Esos primeros pasos los dio aquí, en Barcelona. Fue ayudante de dirección de una de las películas que mejor retrató esta ciudad en los años 50, Apartado de Correos 1001. Un asesinato y una única pista. Una película de culto de nuestro mejor cine negro. Apartado de Correos 1001. Antonio Isasi débute dans le cinéma après la Deuxième Guerre mondiale, époque à laquelle le cinéma espagnol retrouve une certaine vigueur. Dans les premières années de la dictature franquiste, la censure est à l'œuvre, politique mais également religieuse. L'ordonnance du 2 novembre 1938 indique « Le cinématographe exerçant indéniablement une très grande influence sur la diffusion de la pensée et l'éducation de masse, il est indispensable que l'État surveille partout où il y aurait un risque qu'il s'écarte de sa mission. » Le régime veut contrôler le 7e art, diffuser son idéologie, et Franco lui-même écrit le scénario de Raza en 1941, une fresque nationaliste contant l'histoire de l'Espagne dans la première partie du XXe siècle. Sin planos y aún sin armas ganarán siempre la batalla contra los hombres huecos. Son ellos, los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza, los elegidos para la gran empresa de devolver a España su destino. Ellos, y no vosotros, materialistas sordos, llevarán sus banderas hasta el altar del triunfo. Para ellos fatalmente ha de llegar el día feliz de la victoria. Mais selon Jean-Claude Seguin, dans Histoire du cinéma espagnol, la censure, aussi arbitraire qu'aléatoire, va tout de même laisser des interstices et permettre à certains cinéastes de s'exprimer. Les années 50 représentent un moment essentiel de transition entre une lourde autarcie héritée de la collaboration avec les puissances de l'Axe et les années du boom. Le cinéma, lui, doit constamment lutter pour imposer des espaces de liberté. Les cinéastes parviennent à retrouver un contact avec la réalité, qu'il s'agisse des essais de néo-réalisme, de la comédie de mœurs, du drame social, du cinéma noir ou d'humour noir. Cette ouverture, toute relative, dans l'industrie cinématographique, est évidemment la conséquence d'une ouverture plus générale. Après avoir été mise au banc des nations suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'Espagne va rapidement retrouver une place sur l'échiquier international. Les États-Unis renouent des relations avec Franco, avec pour arrière-pensée la lutte contre l'expansion du communisme. Suite aux accords de Madrid, en 1953, signés avec le président Dwight Eisenhower, une coopération militaire et économique se met en place et l'aide états-unienne peut abreuver le pays. Ce sujet est traité de manière très caustique, la même année, dans Bienvenue Monsieur Marshall, réalisé par Luis García Berlanga, qui reçoit le prix international de la bonne humeur au Festival de Cannes. S'apprêtant à accueillir des dignitaires états-uniens arrivant avec des mallettes de dollars, un petit village prépare les festivités, chaque habitant rêvant de l'aide qu'il va recevoir.
corta el aire y también rascacielos bien conservados en frígida aire. Americano, vienen a España los conquistados, viva el camino, desde el pueblo poderío. Sous couvert de comédie loufoque, le film établit un état des lieux particulièrement acide sur la situation de l'Espagne. Un pays exsangue, avec des habitants prêts à toutes les excentricités pour toucher l'aide états-unienne. Un pays dans lequel les traditions, érigées en valeur cardinale par Franco, deviennent un folklore de carton-pâte, totalement déconnecté de la vie réelle. Par des chemins détournés, il est donc possible de contourner la censure franquiste, mais difficile pour toute une génération de cinéastes de véritablement pouvoir s'exprimer. Yo creo que lo que han querido hacer al darme este Goya es homenajear a un grupo de directores que trabajamos en una época muy difícil, que no teníamos casi nada, que fue muy dura, que como decía un cronista hace poco, era la España que... un cronista de hace poco, que decía que era la España que olía a calcetín sudado. Au niveau des institutions, certains font preuve de bonne volonté. José María García Escudero, nommé comme directeur général de la cinématographie en 1951, pousse par exemple, avec difficulté, la production vers un cinéma plus proche du néoréalisme italien. Émergent alors de nouvelles figures, comme Ana Mariscal avec son film Segundo López en 1953, ou Juan Antonio Bardem, auteur de Mort d'un cycliste en 1955, ou Grand Rue en 1956. Appartenant au Parti communiste, critique de la bourgeoisie, ce dernier réussit tout de même à mettre sur grand écran de vrais drames sociaux, même s'il se retrouve vite entravé dans son travail par les autorités. Ocurrió es que un elemento extraño que fue la Brigada Político-Social, que en 1956 me detuvo en Palencia y me trasladó a Madrid y hubo que interrumpir el rodaje, claro. Y estuve 15 días en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Bardem continuera à travailler, mais sans pouvoir se faire aussi mordant que dans ses premiers films. Dans Terre de violence, en 1962, Antonio Isassi revient lui sur la guerre civile et tente de panser les plaies en faisant se rencontrer pendant les combats deux soldats, l'un républicain, l'autre nationaliste. Les deux hommes se retrouvent isolés, forcés de collaborer et, in fine, de reconnaître l'humanité de l'autre. Llévalo. Sé que por lo menos esta noche no contarán tus ideas. La guerre civile hante également La Chasse, réalisée en 1966 par Carlos Saura, dans lequel des personnages viennent chasser sur un terrain qui était autrefois un champ de bataille. Aquí murió mucha gente, a montones murieron aquí. Y ahora solo quedan los agujeros. Buen lugar para matar. Les cadavres sont toujours là, les tensions intestines aussi, quand les trois amis en viennent à s'entretuer. Le cinéma peut ainsi se permettre un peu de nuance dans son approche de l'histoire espagnole, mais impossible évidemment d'affirmer un point de vue pro-républicain ou d'égratigner directement le régime. Pour trouver une critique frontale de la chape de plomb que fait peser Franco sur le pays, il faut plutôt chercher du côté de films à la dimension plus allégorique, dans le cinéma fantastique notamment. En 1969, La Résidence de Narciso Ibáñez Serrador, qui se déroule dans un internat de jeunes filles, peut alors se lire comme une évocation directe du franquisme, de sa dictature autarcique. In order to bring them back to the right path, I must run this establishment with a firm hand. Sous le joug d'une figure autoritaire, baignée de catholicisme, de jeunes filles vivent enfermées dans une grande bâtisse dont il est impossible de s'échapper. Brimées dans leurs désirs, dans leurs aspirations, elles n'ont qu'un horizon possible, devenir de pieuses ménagères. Difficile alors de ne pas voir le film comme une métaphore de la dictature nationale catholique qui régit l'Espagne depuis 30 ans. Dans les années 50 et 60, la libéralisation de l'économie espagnole est en marche et cela se retrouve également dans le cinéma. Le pays est désormais accessible aux productions étrangères. Voilà comment le western spaghetti trouve sa mecque à Almeria, en Andalousie, profitant de magnifiques décors naturels
tout à la fois désertique et montagneux. C'est dans ce contexte qu'Antonio Isassi débute sa carrière. En touche-à-tout doué, il œuvre avec brio dans différents genres, films policiers, d'aventure, de guerre et même western. À cette époque, nous sommes en plein âge d'or des grandes coproductions européennes, des films populaires censés s'exporter dans le monde entier en surfant notamment sur les succès du cinéma hollywoodien. Le savoir-faire d'Antonio Isassi colle totalement à l'ambition de ses productions et la carrière du réalisateur prend alors un tournant plus international. En 1963, il répond au succès des films de KPDP avec un très élégant Scaramouche, production franco-italo-espagnole avec le français Gérard Barré en tête d'affiche. En 1965, il surfe sur la popularité des James Bond avec L'Homme d'Istanbul, un délirant pastiche de film d'espionnage. Creo que debe haber un medio más fácil de ganarse la vida. Il enchaîne ensuite sur un film de casse à la mise en scène chirurgicale, Les Hommes de Las Vegas, et touche enfin au pur film d'action avec le pétaradant Meurtre au soleil, qui anticipe tout le cinéma des années 80. One man whose chase won't stop till he stops breathing. Summertime Killer. À la vue de cette filmographie, Antonio Isassi n'est pas un réalisateur que l'on peut qualifier immédiatement de politique. Et c'est avec Les Crocs du Diable que le cinéaste va alors pouvoir donner une dimension plus engagée à son cinéma. En effet, alors qu'il se lance dans le tournage de ce film, l'Espagne est sur la voie de la démocratie. La censure est abolie le 1er avril 1977, un vent de liberté souffle alors sur le pays. Comme partout dans le monde, le cinéma érotique, le destapé dans sa version ibérique, devient très populaire. Dans le cinéma traditionnel aussi, le carcan de la dictature explose. La movida prend son essor dans tous les arts, et dans le 7e art en particulier, avec Pedro Almodóvar comme figure de proue. Un cinéma libéré, comme une bouffée d'air pur, avec une explosion de couleurs, une excentricité et un mauvais goût assumé, directement hérité de John Waters. Et des personnages auparavant absents des récits, les femmes, les queers en premier lieu, s'affirment enfin sur grand écran. Ce cinéma fantasque, extraverti, a un pendant plus noir, plus naturaliste, le cinéma kinky. Dans les années 70, ce courant s'impose ainsi avec les œuvres de José Antonio de la Loma ou d'Eloy de la Iglesia, des films qui documentent le malaise de la jeunesse, qui racontent de manière très crue la vie de petits délinquants. Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Uno de esos problemas es el de la delincuencia juvenil. Y dentro de ella, un reducido grupo de menores, entre los 12 y 16 años, lanzados a una vertiginosa carrera de delitos. Perros Callejos, de José Antonio de la Loma, en 1977, est un des films fondateurs du genre, narrant l'histoire de 3 jeunes délinquants d'une banlieue de Barcelone. El Pico, de Eloy de la Iglesia, en 1983, revient lui sur les dérives de 2 jeunes amis, tombant dans l'addiction à l'héroïne. Movida et Kinky. Ces 2 cinémas sont à l'opposé l'un de l'autre, mais, par des prismes très complémentaires, ils offrent un aperçu complet, sans filtre, de l'Espagne post-dictature, n'occultant aucun sujet. Este país, con tanta democracia, no sé dónde vamos a llegar. De la religion à la politique, en passant par la sexualité ou la drogue. Su hijo es heroinómano. Le cinéma de genre va lui aussi pouvoir se faire plus incisif, nihiliste même, comme dans Les Révoltés de l'an 2000, en 1976, dans lequel la jeunesse se révolte face au comportement des adultes, avec notamment un générique choc montrant les violences subies par les enfants dans les grands conflits mondiaux. Le dialogue entre la fiction et le réel est ici très brutal, une dimension que l'on retrouvera également dans Les Crocs du Diable. Les Crocs du Diable auraient pu se contenter d'être un survival tendu, il est d'ailleurs vendu comme tel. Mais le film va vite se détacher des tropes du genre et, profitant de la nouvelle liberté de parole qu'offre la fin du franquisme, va se confronter directement à l'aspect politique de son intrigue. Ainsi, rapidement, Les Crocs du Diable laissent de côté la pure efficacité du genre pour proposer une description plus naturaliste, documentaire presque,
d'un pays asservi par un tyran. Aristide croise tout d'abord le chemin de rebelles à l'allure de braconniers, une bande de bras cassés évoluant en marge du régime. Y el perro hizo que te encarcelasen, ¿eh? Y tú eso lo llevaste mal. Ven. Puis, dans sa fuite, le héros trouve refuge dans une ferme isolée, Necesito ayuda. dans laquelle il rencontre une jeune femme vivant seule avec ses enfants, son mari étant absent. ¿Dónde está ahora? En algún punto de la frontera. Sirve de guía a los que quieren escapar. Deprisa. ¿Escapar de Arévalo? No solo de Arévalo. También del hambre. Par petites touches, le film nous montre comment s'organise la résistance, et le récit se rapproche alors peu à peu de la ville. Ainsi, de la nature sauvage vers une cité tentaculaire, la transition se fait symboliquement sur un bac traversant un fleuve lors d'une grande fusillade. La scène fait basculer le récit et ramène alors Aristide à la capitale, à son ancienne vie, son ancienne ville, après ses années de détention. Des plans d'ensemble montrent cette ville comme un territoire désormais inconnu pour le personnage. ¿Qué piensas? Es triste volver a casa después de tanto tiempo. En termes de mise en image, le changement de paradigme est évident entre la première et la deuxième partie du film. Dans la nature, on montrait le héros en action, seul, perdu au milieu du plan. En ville, les plans sont aussi larges, mais cette fois, c'est le regard d'Aristide qui dirige la caméra. Ici, le personnage n'est plus dans l'action. Il observe, redécouvre, mais semble déboussolé, déraciné. Una ciudad preciosa. Pero aunque desde aquí no se puede apreciar, oculto bajo la fachada de riquezas del puñado de gentes que siempre se aprovechan de una dictadura, hay un mundo de corrupción. Tout le film se construit autour des actions, du regard et des pensées d'Aristide, comme lorsque des flashbacks viennent perturber son arrivée en ville. Dans ces moments, le tempo du récit se ralentit et prend même le temps du drame amoureux, quand le héros essaye de renouer avec Muriel, un personnage fatigué, interprété par Léa Massari. Muriel colabora con el régimen. La mise en scène est au diapason d'un héros qui a tout perdu. Aristide est de retour chez lui, mais, in fine, un plan le montre aussi isolé que lorsqu'il tentait de survivre, seul, dans les marais. Dans cette deuxième partie, le film se transforme en pur thriller politique. Le héros prend du recul, et ce sont donc les rebelles qui deviennent le moteur de l'action, avec à leur tête un chef très charismatique. Ce dernier est d'ailleurs interprété par Juan Antonio Bardem, que l'on a déjà évoqué, cinéaste insubordonné sous la dictature. Ici, il joue le rôle d'un animateur de radio, Abraham Abate, la mejor voz del país. qui se trouve être le leader de la rébellion œuvrant à faire tomber le dictateur. L'hommage d'Antonio Isassi à Bardem, à son rôle sous le franquisme, est alors évident. Sous couvert de films d'action, Les Crocs du Diable profite donc de la fuite de son héros pour effectuer la radioscopie d'un pays en lutte. Ce pays imaginaire, mais bien réel, est sous le joug de la brutalité, mais s'organise en souterrain dans toutes les strates de la population. Et, le temps d'une longue scène qui suspend le récit, Antonio Isassi rend alors hommage à tous ces résistants, en leur donnant un visage. Doctora Gabriela Sánchez, Instituto de Radiología de Sanfid. Venceslao Zamora Marchetti, Jefe de Control Aéreo. León Zubieta Real, Sindicato Nacional del Transporte. Chimborazo sin número. Les Crocs du Diable ne cachent pas son envie de converser avec le réel. Un pays sous la coupe d'un dictateur pendant 20 ans, voilà qui se rapporte évidemment au régime franquiste qui vient de s'achever, mais le film d'Antonio Isassi colle également directement à l'actualité. L'histoire se déroulant dans un pays sud-américain anonyme, on pense évidemment aux dictatures en cours à l'époque, le Chili de Pinochet ou l'Argentine de Videla. La teneur politique du film est alors très concrète. Dans Les Crocs du Diable, le dictateur, Leonidas Arévalo, n'apparaît que très peu à l'image, mais il reste une figure centrale dans la narration. Le film est ainsi rythmé par des gros plans nous montrant des morceaux d'une affiche de propagande vantant les mérites du dictateur. Ces inserts ont une double utilité. Ils servent évidemment à chapitrer le film, à marquer les points de bascule du récit, mais ils prennent également une vraie place dans le montage, dans un jeu de correspondance avec les plans placés avant et après. Des correspondances qui créent un discours évident.
On passe d'une scène où des cadavres sont jetés au fond d'un lac à l'insert 20 ans de progrès, pour revenir ensuite sur les camions transportant les prisonniers politiques. La violence du contraste est forte, l'ironie glaçante. Et ce jeu de montage pousse également loin la mise en parallèle entre le chien et le dictateur. Le chien massacre un troupeau d'innocents moutons et on coupe sur l'affiche. Le chien dévore un opposant politique, on coupe sur l'affiche. La métaphore est limpide. Et plus on se rapproche de la fin du film, plus les figures du chien et du dictateur se mêlent. Le chien observe sa proie, coupe sur l'affiche, qui s'anime tout d'un coup. L'un s'immobilise, l'autre prend vie, comme s'il y avait un transfert, une prise de relais. Antonio Isasi force la comparaison, très signifiante, mais c'est pour mieux en arriver au final, dans lequel la mise en parallèle entre les deux figures atteint son apogée. Dans cette scène, un homme de la garde présidentielle faisant partie des rebelles s'apprête à assassiner le dictateur. Et, dans le même temps, Aristide, poursuivi par le chien, court pour rejoindre un avion qui doit lui faire quitter le pays. Les deux coups de feu vont alors se fondre dans un chant contre chant très percutant. Le dictateur et le chien ne forment là plus qu'un seul être diabolique, El Perro. Un court instant, la vue subjective du dictateur est la même que celle du chien. De même, on entend des aboiements lors du plan sur Arévalo. Dans la mort, par le montage, ces deux figures sanguinaires accomplissent leur fusion définitive. L'aura mythique que le dictateur voulait se construire disparaît en même temps que son animal totem. Le conte fantastique et le récit politique s'achèvent, une page de l'histoire espagnole se tourne, le héros peut alors s'envoler vers d'autres cieux. Creo que pusimos un granito de arena en la evolución que ha traído a estas últimas generaciones de jóvenes directores y jóvenes directoras que hacen un cine estupendo y que han conseguido algo muy importante, conquistar al público, meterlo en las salas a que vean nuestro cine y que nuestro cine sea considerado en el mundo como se merece. A estos directores jóvenes y a estas directoras jóvenes, mi admiración y mi aplauso. Muchas gracias. A buscar